Bonjour et bienvenue dans votre podcast, Le fraudeur, le hacker et vous, où nous parlons de sécurité en ligne, où nous essayons de simplifier la lutte anti-fraude et de vous apprendre tout ce que vous devriez savoir afin de garantir votre sécurité en ligne lorsque vous surfez sur Internet. Je suis Alexandre Pluvinage, je suis spécialisé en sensibilisation à la lutte anti-fraude et à la sécurité en ligne. Et dans cet épisode, je vais vous parler des cookies, ceux sur nos ordinateurs, sur nos tablettes, sur nos téléphones portables. Parce que l'on entend beaucoup de choses sur ces petits fichiers, mais sont-ils vraiment dangereux? Et en fait, à quoi servent-ils d'ailleurs? Et finalement, est-ce que je peux ou est-ce que je dois m'en protéger et comment? Eh bien, nous allons voir tout ça dans cet épisode et je vous fais déjà une promesse. À la fin de l'épisode, vous saurez tout ce que vous devez savoir sur les cookies et leur impact sur votre vie privée. Mais avant de parler de ces cookies, je voudrais vous rappeler que vous pouvez nous aider à promouvoir notre podcast et donc notre message en partageant les épisodes que vous avez appréciés sur vos médias sociaux par exemple, ou en laissant un commentaire ou une note sur iTunes, sur Spotify, évidemment sur YouTube, car si vous nous écoutez en audio, sachez que les épisodes sont maintenant filmés et que vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Mais pour revenir sur les commentaires, eh bien, sachez que nous apprécions les feedbacks et votre feedback. Non, c'est vrai, enfin, je veux dire, on travaille beaucoup pour mettre tous ces conseils en ligne à votre disposition et ça nous fait plaisir de lire vos messages de soutien, vos questions et tout ce qui nous permet de nous améliorer. Alors, surtout, n'hésitez pas. Les cookies sont des petits fichiers texte qui sont enregistrés sur notre ordinateur par le navigateur Internet. Il en existe de 3 types, même si les 2 derniers sont très proches l'un de l'autre, ce qui fait que souvent, on entend parler de 2 types de cookies simplement. Tout d'abord, il y a les cookies de session. Leur but est de nous rendre service et de simplifier la tâche des sites internet. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un site internet n'a pas vraiment de mémoire. Donc quand vous passez d'une page à l'autre, bah, c'est comme ça qu'il sait que c'est vous qui avez visité la page précédente, par exemple, que c'est vous qui avez mis ces articles dans votre panier et que c'est vous qui avez rempli ces champs dans ce formulaire avec vos données, qu'il va aussi retenir afin que bah, vous ne deviez pas leur refaire la page suivante. Donc ces cookies, finalement, ils sont utiles pour nous. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'acheter quelque chose sur un site internet où vous n'êtes pas identifié. Par exemple, un nouveau site où vous achetez quelque chose, vous n'y êtes pas client. Alors vous mettez un article dans votre panier, puis vous retournez en arrière, vous en ajoutez un second, et là par erreur, vous fermez la page de votre navigateur. Et quand vous retournez sur le site, quand vous rouvrez votre navigateur internet, eh bien votre panier est vide. Je dois avouer que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Bah, c'est pas l'expérience la plus amusante quand on achète en ligne. On peut, si vous voulez faire une comparaison, je dirais, imaginez que vous faites vos courses au supermarché, hein, vous faites la moitié de vos courses, vous allez chercher quelque chose dans un rayon et puis vous revenez, le caddie est vide, il faut tout recommencer. Bah, c'est un peu à ça que servent ces cookies de session. Ils sont créés au moment où vous rentrez sur le site et ils sont détruits lorsque vous quittez votre navigateur internet. Donc en gros, bah, ils sont temporaires. Et puis à côté de ça, il y a les cookies persistants. Tout d'abord, ceux créés par le site internet. Ce sont des cookies qui vont évidemment stocker plus d'informations sur nous, comme nos habitudes de surf sur ce site, les pages que nous avons visitées, parfois même les informations d'identification. Et là, en théorie encore, c'est pas très gênant parce que seul le site internet sur lequel vous êtes peut voir ces cookies. Et lui, il les utilise pour améliorer ses statistiques, pour améliorer notre expérience et aussi nous donner de la publicité plus personnalisée. Bah, je trouve pas ça très gênant, mais je dis en théorie parce que le stockage de mes identifiants, clairement, hein, mon login et mon mot de passe, ben, j'ai pas vraiment envie que ça se fasse par un cookie. J'ai un gestionnaire de mots de passe sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Lui, il est sécurisé, il fait ça très bien et c'est pas un cookie de le faire. Mais là encore, en théorie, seul le site qui les a créés peut les lire. Sauf que vous connaissez le dicton, hein. En théorie, tout va bien. En réalité, bah, c'est un peu différent. Et puis finalement, il y a les cookies persistants tiers. N'ayons pas peur des mots, j'ai envie de dire, ce sont ce qu'on appelle les mauvais cookies, ceux qui ont créé l'image négative des cookies. Ils sont placés par les annonceurs et les régies publicitaires dans leur bannière publicitaire ou simplement dans les outils qu'utilise le site internet pour effectuer ces statistiques.
Ces cookies, à la différence des précédents, peuvent être lus par des instances tiers, différents sites internet, différentes sociétés, et pas seulement le site sur lequel vous surfez lorsqu'ils sont générés. En fait, ce sont des espions, hein. Ce sont des espions qui vont créer des profils d'utilisateurs entre plusieurs sites internet, analyser notre comportement et là encore nous proposer de la publicité ciblée d'un site à l'autre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà écouté d'ailleurs l'épisode de notre podcast qui s'intitule «Est-ce que mon téléphone m'espionne?» où on explique comment est-ce qu'il est possible qu'une publicité sur des croisières par exemple s'affiche sur notre téléphone alors qu'on n'a jamais fait de recherche sur le sujet. Mais on en a parlé la veille avec un ami dans un café. Eh bien, ces cookies persistants tiers, ce sont ces espions qui font partie des éléments, j'ai envie de dire, qui permettent de nous cibler, même parfois quand nous ne faisons pas une recherche nous-mêmes sur Internet. Et ça, c'est quand même un peu effrayant, surtout que ces grands collecteurs d'informations, vous l'avez deviné, ce sont les Facebook et les Google. Alors vous l'avez vu, tous ces cookies ne sont pas mauvais, bien au contraire. Sans eux, la navigation sur Internet pourrait être beaucoup plus agaçante. Pour autant, cela ne veut pas dire que nous devons les laisser nous traquer sans rien faire et sans rien dire. D'ailleurs, l'Union européenne a taclé le problème dans deux législations importantes. Vous avez certainement entendu parler de la première, c'est le GDPR ou RGDP en français qui date de 2018, et la directive e-privacy de 2020. D'un point de vue vie privée, les cookies, qu'on appelle aussi des trackers, faut le savoir, c'est pas vraiment l'idéal. Alors on l'a vu, les cookies de session sont là pour nous aider à ne pas devoir rentrer les mêmes informations toutes les 3 minutes. Je ne vais pas dire que ces cookies sont dangereux pour notre vie privée, d'autant que, vous l'avez entendu, ils sont effacés lorsque nous fermons notre navigateur Internet. Et d'ailleurs, le législateur s'en est bien rendu compte puisque ces cookies de session sont tout à fait autorisés. En fait, il n'est même pas nécessaire de demander le consentement de la personne qui visite le site Internet. Même si, dans la majorité des cas, et ça vous le savez, vous verrez ces cookies dans la liste de ceux qu'on vous propose d'accepter ou de refuser. Mais bien souvent, ces cookies-là, qu'on appelle aussi des cookies fonctionnels et parfois même ce qui s'appelle l'intérêt légitime, ne peuvent même pas être décochés. Ils sont là pour rester. Et c'est pas une si mauvaise chose. Et puis il y a les deux autres types de cookies. Ceux qu'on appelle persistants parce qu'ils restent là longtemps. Alors ceux-là sont plus embêtants pour notre vie privée. Surtout les cookies tiers d'ailleurs, on l'a vu, parce qu'ils collectent un paquet d'informations sur notre vie en ligne, nos habitudes de surf, nos achats en ligne et autres choses, mais surtout entre différents sites. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous traquer sur toute une journée de surf. Ils vont enregistrer nos habitudes sur les sites que nous visitons, le temps que nous restons sur les pages, enfin, ils créent des vrais profils de nous. Alors, ça peut avoir l'air de rien, car le but final, c'est de nous proposer de la publicité ciblée. Et en soi, qui préfère pas une pub qui nous intéresse sur un produit qui a un intérêt pour nous, plutôt que des réclames pour des trucs qui n'ont rien à voir avec nous et dont on s'affiche complètement. Et pourtant, imaginez un peu qu'un jour de solde, dans la vie réelle, une personne vous suive durant toute la journée, qu'elle prenne des notes sur les magasins dans lesquels vous entrez, sur les produits que vous regardez, et aussi sur les magasins où vous n'entrez pas, ceux où vous restez devant la vitrine avant de continuer votre chemin. Elle note bien évidemment tous les articles que vous avez essayés, les tailles que vous prenez, les prix que vous payez. À midi, elle va aller regarder ce que vous avez mangé, et avec qui d'ailleurs. Enfin bon, je m'arrête là. Je pense que vous avez compris le message. Ça fait quand même bizarre. Et ces cookies persistants tiers, ils font exactement la même chose, mais ils la font sur internet. Ce sont des profilers, des trackers qui créent un profil de nous lorsque nous sommes sur internet. Le plus effrayant, c'est que les sites comme Google et Facebook ont tellement d'informations sur nous, et sur tout le monde d'ailleurs, qu'ils sont capables aujourd'hui de prédire ce que nous allons faire ensuite, alors que nous ne savons même pas encore que nous allons le faire. Enfin, je veux dire que là, c'est spécial. Vous connaissez la ligne éditoriale de notre podcast. Je veux dire qu'il est important pour nous de faire la part des choses entre ce qui est possible techniquement, ce que en général les experts en cybersécurité vont nous montrer et qui sert surtout à faire peur, il faut être honnête, et puis la réalité, je veux dire ce qu'il se passe réellement. Parce que ce n'est pas parce que quelque chose est possible en laboratoire que ça se passe vraiment sur Internet et que on va être attaqué avec ça.
Et donc vous le savez, nous refusons d'inquiéter pour un truc qui est seulement techniquement possible. Je veux dire qu'il faut vraiment que ce soit utilisé à une certaine échelle pour que nous en parlions dans ce podcast. Et c'est exactement le cas avec les cookies lorsque l'on parle de cybersécurité. Oui, en théorie, des cybercriminels peuvent utiliser les cookies pour propager leur virus. Oui, ils peuvent tout à fait pousser une victime sur un site internet dangereux et oui, ils peuvent même empêcher un visiteur de se rendre sur un site internet sur lequel il veut aller. Tout cela est possible. Mais bon, est-ce qu'on voit ça parfois? En réalité, non. Non, c'est très, très rare et pour être honnête, il faudrait vraiment que vous soyez une cible intéressante pour les cybercriminels comme un chef d'État ou un directeur d'une entreprise très importante pour qu'ils prennent le temps de vous attaquer via des cookies alors que il y a tellement d'autres manières beaucoup plus simples et parfois même plus efficaces de nous attaquer avec un virus, de nous amener sur un site internet frauduleux, hein, le phishing, vous savez ce que c'est, que ce n'est pas ce qui devrait nous inquiéter le plus quand on parle de cookies. La cybersécurité et les cookies, bah, je vais refermer la parenthèse juste maintenant parce que c'est pas vraiment un risque aujourd'hui. Avant de voir comment on se protège de ces cookies, il faut aussi voir s'il faut s'en protéger. Et là, ça dépend des gens. Les avis sont très différents, vous en avez peut-être déjà en parlé avec d'autres personnes. Il y a celui ou celle qui refuse catégoriquement et à chaque fois tous les cookies, en refusant même de se rendre sur un site internet qui ne permet pas de refuser les cookies, à celui ou celle qui s'en fiche complètement et se dit: Moi j'accepte tout parce que finalement c'est plus facile et c'est pas très grave», en passant par ceux qui essayent au mieux de se protéger en refusant les cookies qu'ils peuvent refuser quand c'est pas trop compliqué. Parce que si ça l'est finalement, bah, ils vont accepter les cookies qui restent et aller sur le site internet. Alors, je ne vais pas partager ici spécifiquement mon avis personnel dans cet épisode. Je prépare un billet d'humeur sur le sujet où je vous dirai un petit peu plus ce que je pense de ces cookies et des législations sur le cookie. Abonnez-vous au podcast si ce n'est pas encore fait, bah, pour ne pas rater cet épisode qui va, à mon avis, arriver d'ici quelques jours et vous saurez vraiment ce que moi j'en pense. En revanche, pour revenir de manière plus neutre, il faut quand même comprendre que ces cookies qui nous traquent permettent aux sociétés qui les utilisent de faire de l'argent. Ça, on le savait déjà. Et ce, grâce à la publicité. Mais nous en bénéficions aussi un peu, car les recherches que nous faisons sur Google sont gratuites. Imaginez que vous deviez acheter ou que nous devions acheter des crédits à chaque fois que nous allons faire une recherche sur internet, bah, je ne sais pas si on le ferait. De la même manière, notre compte Facebook est gratuit et nous ne devons pas payer pour l'utiliser. Alors certes, ces sociétés font beaucoup d'argent et nous n'en recevons qu'une très petite partie, mais c'est pas ça dont je parle. Je dis que si internet est gratuit, c'est aussi grâce aux cookies. Maintenant, vous pouvez vous en protéger. Tout d'abord en les refusant. L'Europe a obligé les sites à nous demander notre avis. Utilisons cette possibilité. Et sachez que cela devrait devenir encore plus facile dans le futur. La nouvelle directive e-privacy va rajouter une couche de protection. Et puis les autorités nationales de protection des données personnelles veillent au grain, j'ai envie de dire. En France, par exemple, la CNIL a infligé une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros à Google et à Facebook parce que leur gestion des cookies persistentielles, bah, elle ne respectait pas vraiment bien la réglementation. En fait, pour simplifier, il était trop compliqué pour les utilisateurs de refuser le tracking. Ensuite, il existe des navigateurs Internet qui ne traquent pas leurs utilisateurs. Vous pouvez en trouver facilement en recherchant sur Internet. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de surf privé qui ne laisse passer que les cookies de session, ceux qui nous rendent service, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il est possible de désactiver ces cookies dans les réglages de son navigateur Internet. Mais là, attention, parce que si vous désactivez ces cookies, vous allez aussi désactiver les cookies de session, ceux qui sont plutôt bénéfiques pour nous. Et pour finir, ayez un antivirus sur votre ordinateur, c'est important. Et non, je ne recommande pas les logiciels qu'on appelle des ad blockers, hein, ceux qui bloquent les pubs. Un certain nombre d'entre eux sont des portes ouvertes vers d'autres risques, parfois même créés par les cybercriminels eux-mêmes pour installer des virus sur notre machine.
Ben, moi, je me tiens assez loin de ces programmes, en fait. Le risque est trop grand et il y a d'autres moyens plus simples pour se protéger des cookies si on trouve ça embêtant. Ben voilà, vous savez maintenant tout ce que, je dirais, tout le monde devrait savoir sur les cookies. Cela vous permettra peut-être de mieux comprendre les enjeux, les législations et les procès autour de ces petits fichiers texte qui portent le nom d'une pâtisserie plutôt agréable. Mais d'ailleurs, savez-vous pourquoi est-ce que on les appelle des cookies? Alors, on trouve plusieurs explications sur internet, comme celle que j'aime beaucoup de la théorie d'Hansel et Gretel qui laissaient des petites miettes de pain derrière eux sur leur passage, hein, qui permettaient de laisser une trace finalement, comme ces cookies qui permettent de tracer ce qu'on fait sur internet. Mais la théorie qui semble la plus sérieuse fait référence à ces magic cookies, ces petits fichiers que s'échangent des ordinateurs pour s'identifier. En fait, ce serait le nom que leur donnaient les informaticiens hippies à l'époque où ils prenaient du LSD, puisque finalement ces magic cookies, c'est aussi quelque chose qui était lié au LSD. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et de vos proches. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous.